On va passer 13 heures ensemble à parler d'étoiles, de galaxies, de planètes, d'une façon plus générale, du cosmos et de l'être humain. Cette série d'émissions télévisées porte le titre « Initiation à l'astronomie, l'homme et le cosmos ». C'est donc dans une espèce de revue générale de ce qu'on a appris grâce à l'astronomie, mais aussi on va faire appel à beaucoup d'autres sciences, bien sûr, puisqu'on va couvrir l'histoire du cosmos. Donc, dans cette initiation, on va essayer de retracer le passé de l'univers, et dans ce passé de l'univers, on va essayer de trouver les racines de l'existence des êtres humains, de nous-mêmes. On va passer à des sujets très variés. Le niveau, je dirais que le niveau, ça va être généralement relativement simple. Il va y avoir de belles images. On a l'avantage, grâce à l'astronomie, d'avoir de très beaux documents aujourd'hui. Quelquefois, ce sera un peu plus difficile. On va faire un tout petit peu de mathématiques, pas beaucoup. Ne vous effrayez pas, on ne fera pas d'équations compliquées, mais il faudra bien faire appel à certains moments à des notions mathématiques simples. Et je crois que c'est indispensable. On ne peut pas en faire l'économie si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'univers, ce qui se passe, comment fonctionnent les étoiles, les galaxies, les planètes et tout cela. Voilà donc en gros le résumé de nos 13 semaines. Et aujourd'hui, on va être très général. On va essayer de dégager de toute cette histoire qu'on va raconter en détail ce qu'on peut appeler une vision du monde. Quelle est la vision du monde qui se dégage des sciences aujourd'hui, en 1990? Comment le cosmos nous apparaît-il et comment nous situons-nous par rapport à lui? Donc cette première séance, cette première leçon s'appelle « L'histoire de la matière qui s'organise ». Et je voudrais vous en présenter un bref résumé par une séquence de photos qui va nous montrer comment, au cours des âges, la matière du cosmos s'est organisée à partir d'un chaos initial jusqu'aux formes extrêmement différenciées, extrêmement diverses et variées qu'elle prend aujourd'hui. Grâce à la radioastronomie en particulier, on a maintenant une image du plus lointain passé du monde. Ce sont les astronomes américains Penzias et Wilson qui, en 1965, nous ont donné cette image extraordinaire. Et qu'est-ce que l'on voit? Comment est-ce que l'on voit le cosmos il y a 15 milliards d'années? Eh bien, il est extrêmement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est extrêmement chaud, des milliards de degrés, extrêmement dense, des densités fantastiques, extrêmement lumineux, une quantité extraordinaire de lumière, une espèce de flash énorme auquel on a donné le nom de Big Bang, et surtout, il est totalement désorganisé. Pour nous, c'est la caractéristique la plus importante. C'est le chaos. Le chaos, comme le poète grec Hésiode en a parlé. Ce chaos initial, eh bien, on le retrouve à cette époque. Qu'est-ce qu'on veut dire par chaos? Chaos dans le sens de absence de structure organisée. C'est un univers dans lequel il n'y a ni galaxies, ni étoiles, ni planètes, ni êtres humains et animaux et plantes, évidemment, mais même pas de molécules, de l'eau, du gaz carbonique, tout cela n'existe pas à cette période, même pas d'atomes, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'uranium. Il y a quoi? Eh bien, il y a ce qu'on peut décrire comme étant une gigantesque purée de particules élémentaires. Que sont ces particules élémentaires? On ne le sait pas très bien, mais on pense par exemple qu'il pourrait s'agir des électrons du courant électrique, les photons de la lumière, et aussi une autre particule qui s'appelle le quark, Q-U-A-R-K, dont on va parler pas mal pendant toutes ces leçons. Qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire? Eh bien, pour un physicien, une particule élémentaire,
c'est quelque chose dont on ne pense pas que ce soit composé d'autres choses, que ce n'est pas un composé, ce n'est pas un agrégat, une association, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas décomposer encore plus. Eh bien voilà donc l'image de l'univers à cette période, cette image que nous renvoient donc ces radiotélescopes de Penzias et Wilson, un univers totalement désorganisé. Et par contraste, si on veut comparer avec l'état présent de l'univers, il nous suffit, par exemple, de considérer le monde tel que nous le voyons autour de nous, et en particulier nous-mêmes, notre propre corps. Nous sommes nous-mêmes composés de ces particules élémentaires, nous sommes composés de quarks, d'électrons, et il y a des photons qui assurent les échanges énergétiques. Eh bien, ces particules qui nous composent sont, en autant qu'on le sache, les mêmes que celles qui étaient présentes dans ce passé très lointain. La différence fondamentale, c'est qu'au lieu d'être libres, dissociées dans cette purée où elles ne faisaient guère autre chose que de se cogner les unes sur les autres et d'aller de gauche à droite, c'est le fait qu'elles sont imbriquées dans un organisme d'une complexité, d'une structuration, d'une sophistication extraordinaire, et que grâce à cet agencement, ces particules peuvent avoir un comportement cohérent. Notre corps est capable de faire des choses, et peut-être la chose la plus extraordinaire que nous sommes capables de faire, c'est de prendre conscience de nous-mêmes, c'est de regarder le monde autour de nous, de réaliser qu'il existe, et aussi de l'étudier. Et le simple fait de faire comme ici des cours d'astronomie, et pour vous d'écouter ces cours et d'essayer de comprendre comment ça marche, c'est déjà une très grande prouesse, une prouesse qui exige des milliards d'années d'organisation, tous ces phénomènes, tous ces processus qui nous font passer de ce chaos initial jusqu'à l'époque présente qui se distingue par son extraordinaire diversité. Alors, pendant ces leçons, je dirais que le résumé de ces 13 leçons, ça va être comment c'est arrivé, que savons-nous de cette histoire, comment se fait-il, par quel phénomène physique, chimique, biologique, biochimique, géologique, toutes les sciences y passent, est-ce que la matière, ces particules totalement désorganisées, sont arrivées progressivement à s'organiser et en certains lieux, en certains endroits, en tout cas sur la Terre, à obtenir cette possibilité d'avoir ce que nous appelons des propriétés émergentes comme la pensée, la conscience, la possibilité de se retourner sur son passé, de se poser des questions et d'essayer de comprendre comment tout cela est arrivé. Donc, cette première leçon va s'intituler « L'histoire de la matière qui s'organise ». Aujourd'hui, on va traiter les grands thèmes de cette histoire d'une façon très générale. On reprendra ensuite chapitre par chapitre. On parlera de la naissance, de la vie, de la mort des étoiles. On parlera des galaxies, des planètes, de leur élaboration, de l'élaboration de la biosphère, de l'élaboration de la vie sur la Terre. Et on essaiera de comprendre cette marche progressive, cette espèce d'odyssée de l'organisation de la matière, au long de laquelle on voit apparaître des structures de plus en plus organisées, de plus en plus complexes. Nous allons maintenant voir quelques images en résumé de cette organisation. La première image, c'est celle que je vous ai mentionnée tout à l'heure. C'est l'image de Penzias et Wilson de cet univers totalement chaotique. On le date à environ 15 milliards d'années dans le passé. Ce n'est pas très bien connu, c'est entre 10 et 20. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui concordent à donner un résultat dans une fourchette entre 10 et 20. Quand je dirais 15, vous vous souviendrez que ça n'est pas très bien connu. Avec le temps, l'évaluation de cet âge s'améliore,
mais bien sûr, on est encore dans une fourchette assez large. Mais en fait, ce n'est pas 100 milliards, par exemple, ou ce n'est pas 1000 milliards, ou ce n'est pas 1 milliard. C'est très vraisemblablement compris entre 10 et 20, et peut-être même, on pourrait dire, entre 12 et 18 aujourd'hui, on semble se rapprocher comme évaluation. Alors, cet univers, donc, d'il y a 15 milliards d'années, c'est un univers très chaud, très dense, très lumineux. Si j'avais voulu vous le présenter à l'écran, je vous l'aurais présenté avec un cadre blanc, sans image, dans lequel vous auriez eu à imaginer effectivement comment cette matière est présente sous cette forme très concentrée, mais très dissociée. Et puis, je vais vous présenter une nouvelle image. C'est l'image de l'univers 1 milliard d'années plus tard. Donc à moins 14 dans notre chronologie, si on part aujourd'hui à 0. Le Big Bang, c'est autour de moins 15, moins 14. Eh bien, voilà, dans la diapositive, dans l'image que vous avez devant vous, l'univers à moins 14. Alors, vous remarquez une chose importante, c'est que maintenant le ciel est parfaitement noir, c'est que l'univers s'est refroidi et que la lumière a diminué. Et ça, c'est quelque chose qu'il va continuer à faire et qu'il continue encore à faire. Le Big Bang, ce n'est pas quelque chose qui se passe en un instant, c'est quelque chose qui dure depuis 15 milliards d'années. C'est cet mouvement de la matière qui amène la matière à se diluer, à se refroidir. Cela continue depuis 15 milliards d'années. À moins 14, nous avons maintenant ce ciel noir et aussi, chose importante, voilà une structure qui est apparue. L'image n'est plus homogène comme dans l'image de Penzias et Wilson, ce n'est pas du blanc partout, c'est une structure, une belle structure, c'est une galaxie. Cette galaxie s'est formée, on le pense, comme toutes les autres galaxies, relativement tôt, après le Big Bang. On ne sait pas très bien si c'est 200 millions d'années ou 1 milliard d'années, ça reste encore un des problèmes à l'ordre du jour. Ce qui nous intéresse, cependant, c'est que c'est une structure élaborée, lumineuse, chaude, dans laquelle maintenant vont se former de nouvelles structures qui vont être pour nous d'une très grande importance. Ce sont les étoiles. Les étoiles se forment dans les galaxies à partir de masses de gaz, de nébuleuses, de matières gazeuses qui sont concentrées sous l'effet de la gravité. On va beaucoup parler des forces, des grandes forces de la nature. Nous rencontrons là la première, c'est la gravité, c'est elle qui va former, c'est elle qui a formé la galaxie que nous avons vue tout à l'heure, c'est elle qui va former les étoiles et qui va former des objets comme les planètes. Et cette belle image que vous voyez devant vous, vous voyez une espèce de forme à droite qui ressemble vaguement à une tête de cheval. On va en voir un agrandissement dans la prochaine, voilà, c'est beaucoup plus visible. Cette grande masse de gaz et de poussière est en train de s'effondrer sur elle-même et va donner naissance à la structure suivante, ce sont les étoiles. Alors vous avez devant vous un petit groupe d'étoiles, ce sont les Pléiades qu'on voit très bien à l'œil nu. Ne regardez pas celles qui sont dans le fond, elles sont devant ou derrière. Celles qui nous intéressent, c'est ces belles formes bleutées, un peu vagues, un peu floues. Ce sont de jeunes étoiles en train de se former. Et ces étoiles vont jouer un rôle important parce qu'à l'intérieur de ces étoiles, une nouvelle force va entrer en opération, la force nucléaire, et on va comprendre tout au cours de ces leçons comment ces forces s'agencent, comment leur rôle mutuel les amène à s'imbriquer les unes dans les autres. Vous avez vu la gravité qui a amené les étoiles à s'effondrer, à se réchauffer. En se réchauffant, elle a donné la possibilité à la force nucléaire d'agir. La force nucléaire n'agit que lorsqu'il fait très chaud. Et à l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Et à l'intérieur des étoiles vont se former des noyaux d'atomes. Et à partir de ces noyaux d'atomes, on va former des atomes comme par exemple le silicium, l'oxygène, c'est-à-dire les éléments des pierres. Ces atomes ensuite vont se rassembler et vont donner naissance aux planètes. Voilà l'image de notre planète, la Terre. Et sur cette Terre, l'organisation de la matière va se poursuivre et va donner naissance à ce phénomène extraordinaire qu'on appelle la vie. On pense que la vie apparaît sur la Terre il y a environ 3,5 milliards d'années, dans l'océan, dans l'eau, peut-être dans les mares chaudes de cette période. Ce n'est pas très bien connu, c'est quelque chose
qui est encore très débattue, mais il y a de bonnes raisons de penser que l'eau joue un rôle fondamental. Et dans l'eau apparaissent les premières formes vivantes. Et après une très longue histoire d'élaboration, on voit la planète se peupler des plantes, des animaux. Là, vous avez une belle image d'un pommier en fleurs sur un champ de colzas. Je crois que c'est une belle représentation de ce qu'est notre planète aujourd'hui, le monde végétal très élaboré, les multitudes de fleurs, d'arbres que nous connaissons, et aussi le monde animal qui donne naissance après coup à l'être humain. J'ai voulu vous présenter cette image d'un vieil ami qui est mort récemment, un peu plus de 100 ans, avec lequel je faisais beaucoup de jardinage. Et je pense que c'est pour moi un digne représentant de l'espèce humaine. Et cette espèce humaine, donc, qui va couvrir la planète et qui va commencer à se poser des questions, à se dire d'où je viens, comment se fait-il que je sois ici, quel est mon passé, et qui va décider de créer des instruments extrêmement sophistiqués aujourd'hui, que ce soit des télescopes comme celui que vous voyez là, ou des microscopes, ou des accélérateurs, ou des sondes spatiales. Il y a toute une batterie d'instruments, mais il y a toujours derrière cette fabrication de ces instruments la curiosité de connaître comment est fabriqué le monde. Alors vous voyez comment l'univers, on a vu dans ces différentes images les grands chapitres de la structuration, le passage de ce chaos initial à la gravité, aux galaxies, pardon, qui sont associées par la force de gravité, aux étoiles qui viennent eux-mêmes de la force de gravité, dans lesquelles la force nucléaire va faire apparaître des noyaux, et à la mort de cette étoile, ces noyaux vont être projetés dans l'espace, et grâce à la force électromagnétique, voilà la troisième dont nous allons parler, grâce à la force électromagnétique, des planètes vont se former, et la vie va apparaître dans l'océan, et on va avoir cette évolution animale qui nous amène jusqu'à l'être humain, qui se pose des questions, qui cherche à comprendre. Donc, contraste entre cet état initial extrêmement chaotique et l'état présent extrêmement organisé, extrêmement actif, qui essaie de comprendre d'où il vient. Cette belle histoire que je vais vous raconter, on la connaît, on l'a déchiffrée grâce à l'activité de milliers, même de centaines de milliers, peut-être même de millions de scientifiques, de chercheurs qui sont dans des laboratoires un peu partout sur la planète. Et ces chercheurs ont travaillé dans des domaines extrêmement divers, comme la physique, la chimie, la biologie, la biochimie, la géologie, la planétologie, enfin tous les domaines de la connaissance y passent. Mais évidemment, on va être obligé de résumer tout cela. Et pour le résumer, je vais imaginer une fable qui serait la suivante. Vous savez que la démarche scientifique, la recherche scientifique, qui est essentiellement une recherche basée sur l'observation de la nature. On regarde la nature, on fait des expériences, et ensuite on fait ce qu'on appelle des théories, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce qu'on a vu, et ces théories sont ensuite soumises à de nouvelles expériences qui peuvent soit la confirmer, soit l'infirmer, c'est-à-dire montrer qu'elle ne tient pas debout. Généralement, c'est ni l'un ni l'autre, mais on s'aperçoit que la théorie est assez bonne, mais pas très bonne. Il faut continuer à l'améliorer. Et il y a comme ça un dialogue entre l'observation, la théorie, l'observation, la théorie, qui se poursuit depuis, eh bien, presque 2500 ans. Il faut bien dire que les premiers chercheurs, les premiers à avoir eu cette démarche scientifique, ce sont des Grecs, en particulier des gens comme Thalès de Milet, et Aristote, qui est un des premiers à avoir vraiment formulé les éléments de cette démarche. Alors, donc, depuis 2500 ans, ça se poursuit, et ça, maintenant, depuis un siècle ou deux, ça a pris une ampleur extraordinaire.
Il y a des milliers de livres, de revues scientifiques qui se publient et qui traitent de sujets quelquefois extrêmement pointus, d'autres fois plus généraux, mais qui ont tous pour objet de nous dire comment ça marche dans la nature. Alors, pour résumer un peu tout cela, on va avoir besoin d'un résumé pour pouvoir comprendre ce que ces sciences nous apportent, en quoi ils nous permettent de connaître le fonctionnement et l'histoire de l'univers. Je vais imaginer qu'un de ces pionniers de la science, peut-être Aristote, revienne aujourd'hui sur la Terre et nous interroge et nous dise « Bon, d'accord, vous avez fait beaucoup de progrès depuis ces 2500 ans, mais en gros, en résumé, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous savez et qu'on ne savait pas il y a 2500 ans ?» Et je vais essayer de répondre à cette question en deux phrases qui me paraissent des phrases clés et qui vont être extrêmement importantes ensuite pour épeler en détail l'histoire de l'univers. Je dirais que la première phrase, ce serait de dire la nature est structurée comme un langage. Ceux d'entre vous qui ont des connaissances psychanalytiques, vous avez remarqué que j'ai paraphrasé Jacques Lacan quand il dit « l'inconscient est structuré comme un langage ». Là, je dis « la nature est structurée comme un langage ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, je vais vous rappeler rapidement comment un langage fonctionne. Vous le savez tous, mais ça va être commode d'en faire un résumé rapide. Je parle du langage écrit. On pourrait parler du langage parlé, mais le langage écrit, je crois que c'est plus simple. Le langage écrit, eh bien, ça fonctionne comme ceci. Nous avons un alphabet, nous l'apprenons à l'école, nous l'adoptons pour des raisons historiques, conventionnelles. Cet alphabet est composé de 26 lettres. Comme vous savez, il y a beaucoup d'alphabets en existence sur la planète, il y en a au moins une centaine, mais c'est toujours un peu la même chose. On peut simplement prendre un exemple à partir de notre alphabet. Notre alphabet, eh bien, ces lettres, le jeu de l'alphabet, le jeu du langage, c'est d'associer les lettres de l'alphabet, certaines lettres, dans un ordre donné, de sorte qu'on compose un mot. Et ce mot, quand on l'aura énoncé, va faire apparaître une image, un sens. Ce sens n'existait pas dans chacune des lettres. Je prends par exemple le mot « bleu ». Pour faire « bleu », j'ai pris B, L, E, U. Dans cet ordre, bien sûr. Si j'inverse l'ordre, ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'aurez plus cette image que vous avez eue immédiatement dans votre tête. Quand j'ai dit bleu, vous avez vu la couleur bleue. Pour des raisons historiques, conventionnelles, mais n'importe, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le mot est composé de lettres dans un ordre bien défini, et cet ordre a pour effet, cette combinatoire, comme on dit, a pour effet de faire apparaître un sens, une image, ce qu'on va appeler d'une façon générale une propriété émergente. La propriété de faire apparaître la couleur bleue, quand vous avez dit B-L-E-U, n'appartient pas aux éléments de B-L-E-U. Si je dis B, vous ne voyez pas un quart de bleu. C'est seulement dans l'association qu'apparaît cet élément. Donc voilà le jeu de l'alphabet, des mots. Et ce jeu, on va le rejouer plusieurs fois, de sorte qu'on va créer un sens, on va créer un savoir, on va créer toute notre culture en rejouant ce jeu. Alors, au second tour, on va prendre les mots comme des éléments. Les mots vont jouer le rôle des lettres précédemment. Et je vais dire « le ciel est bleu ». Quand j'ai dit ça, j'ai fait une phrase. Cette phrase fait émerger un sens. Ce sens émerge de l'association des mots dans cet ordre précis. Vous voyez que c'est tout à fait analogue à ce qui s'est joué au niveau inférieur. Et puis ensuite, on va prendre ces phrases, on va les associer, on va en faire des paragraphes, on va associer les paragraphes, on va en faire des chapitres, des livres, des collections, des bibliothèques. Voilà donc le mode d'organisation de notre culture.
toute notre culture est basée sur cette structure d'alphabet superposé dans laquelle, cette structure, à chaque étage, les éléments sont composés des éléments à l'étage inférieur et composent les éléments à l'étage supérieur. Les mots sont composés de lettres et les mots composent des phrases. Eh bien, cette recette combinatoire, avec propriétés émergentes, structure superposée d'alphabet, cette recette que les êtres humains ont inventée il y a environ 6000 ans. C'est à peu près 6000 ans le début de l'alphabet, le début du langage écrit. Ça se passe quelque part dans le golfe Persique, là où nous avons en ce moment des problèmes de pétrole. Ça se passe à Sumer, à Mari, dans ces villes anciennes. Vraisemblablement aussi, l'alphabet est né en même temps en Inde, sur le bord du Gange, et en Chine. Probablement d'ailleurs que tous ces gens s'influençaient. Ces débuts du langage écrit ne sont probablement pas indépendants. Quoi qu'il en soit, cette façon d'organiser notre langage, que nous avons, nous les êtres humains, inventée il y a à peu près 6000 ans, eh bien, ce qu'on découvre, ce que les sciences nous disent, c'est que c'est aussi le mode d'expression de l'organisation de la nature. Nous avons découvert que la nature se sert elle-même d'une structure, d'une pyramide d'alphabets superposés avec la même chose, des éléments qu'on associe pour faire apparaître des propriétés émergentes et que ces nouveaux éléments, on les associe à nouveau avec des propriétés, nouvelles propriétés qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus performantes, de plus en plus riches en possibilités d'action. De sorte que, au point de vue strictement chronologique, au lieu de dire la nature est structurée comme un langage, il vaudrait mieux dire le langage est structuré comme la nature, puisque la nature avait inventé ça il y a 15 milliards d'années, et nous l'avons redécouvert, pourrait-on dire, qu'il y a environ 6000 ans. Alors, cette première phrase, la nature est structurée comme un langage, je vais maintenant l'éclairer en vous montrant quels sont les alphabets de la nature, quelles sont les lettres, les mots de la nature, et comment elle associe des lettres pour en faire des mots. Pour nous, pour associer les lettres pour en faire des mots dans un texte écrit, simplement on colle ensemble, on approche des lettres et on laisse des blancs. C'est la façon de lire, pour montrer que le mot commence là et se termine là. Pour la nature, ça va impliquer quelque chose de plus compliqué qui est l'existence des forces de la nature. Alors, je vais vous présenter maintenant cette fameuse structure, cette fameuse pyramide de la complexité dans laquelle on a ici les lettres et les mots de la nature. Je vais vous montrer, par exemple, prenons ce niveau-ci, molécule par rapport au niveau atome. On peut dire que les molécules sont aux atomes ce que les mots sont aux lettres. Je vais vous donner un exemple. Prenons de l'eau. De l'eau, c'est une substance, c'est une molécule d'eau. Cette substance est composée d'atomes, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Les lettres de la molécule O sont les atomes hydrogène, hydrogène, oxygène. Quand vous mettez ensemble de l'hydrogène et de l'oxygène, vous faites de l'eau dans la proportion que j'ai dit, parce qu'autrement vous pouvez faire autre chose, comme du peroxyde d'oxygène qui n'a pas les mêmes propriétés. Et quand vous les mettez ensemble, selon les proportions voulues, 2 hydrogènes et 1 oxygène, vous faites apparaître une substance qui est l'eau et qui a des propriétés émergentes, dont la plus connue, celle dont on se sert le plus, c'est le fait que l'eau est un solvant. L'eau est un solvant, mais ni l'hydrogène ni l'oxygène ne sont des solvants. C'est seulement quand vous les mettez ensemble, dans cette combinatoire, qu'apparaît cette propriété qui est d'être un solvant. De la même façon, quand vous combinez du carbone et de l'hydrogène, vous faites tous les butanes, pentanes, propanes, toutes les variétés d'essence viennent d'une façon appropriée d'associer 2 lettres qui sont C et H, carbone et hydrogène.
Quand vous mettez ensemble carbone, hydrogène, oxygène, alors là, vous faites des structures extrêmement variées que sont les protéines. En certains cas, il faut y ajouter de l'azote et de quelques autres, mais vous avez toujours ce rapport de les molécules sont des mots par rapport aux atomes qui sont des lettres. Et on peut dire d'une certaine façon que l'histoire de la chimie entre le XVIIe siècle, où elle s'appelait plutôt l'alchimie, et le 19e, 20e siècle, où elle devient vraiment la chimie, c'est l'histoire de comment comment les chimistes ont pu déterminer quel est l'alphabet des molécules. Cet alphabet, ce sont les atomes, en d'autres mots, ce qu'on appelle les éléments chimiques. Il y a une centaine d'éléments chimiques qui sont répertoriés sur la table de Mendeleïev que vous trouvez sur les murs de tous nos enseignements d'éducation. Eh bien, avec ces quelques 100 éléments chimiques, un peu moins qui sont stables, on peut faire une quantité de molécules absolument gigantesque. Et encore une fois, l'histoire de la chimie, ça a été de répertorier, d'arriver à déterminer, à découvrir que les molécules que l'on pensait être des substances simples, indécomposables, sont en fait composées d'atomes, ces atomes étant tous les éléments chimiques que nous connaissons, qui sont le carbone, le fer, l'oxygène, le plomb, l'or, l'argent, enfin, il y en a une centaine donc. Et donc, dans ce sens, on voit déjà apparaître entre ces deux étages un rapport mot-lettre. Le mot atome, en grec, veut dire qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas séparer. Atomos, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Pendant longtemps, effectivement, on a cru que les atomes ne peuvent pas être séparés, ne sont pas des mots par rapport à un alphabet encore plus intime. Et on peut dire que de même que l'histoire de la chimie, ça a été de montrer comment les molécules sont des mots par rapport aux atomes qui sont, dans ce cas, des lettres. L'histoire de la physique, entre 1900 et 1950, ça a été de montrer que les atomes, les noyaux des atomes plus exactement, sont des mots par rapport à un alphabet qui est composé cette fois de 2 lettres seulement, proton et neutron. Il a fallu, bien sûr, casser les atomes pour cela. Et pour les casser, il faut des accélérateurs. Et ces accélérateurs, entre 1900 et 1950, donc, ont réussi à montrer que tous les atomes que nous connaissons, tous les noyaux d'atomes, et atomes quand on met des électrons, sont composés de protons et de neutrons. Pour vous donner un exemple, le carbone, le noyau de carbone, est composé de 6 protons et 6 neutrons. Le noyau d'azote de 7 protons et 7 neutrons, le noyau de fer de 26 protons et 30 neutrons, et le noyau d'uranium de 92 protons et 145 neutrons. Et qu'en associant protons et neutrons dans des combinaisons donc bien définies, on retrouve encore l'alphabet, on peut fabriquer tous les noyaux d'atomes. Il y en a environ plus de 1000 aujourd'hui, qui sont tous des mots par rapport à cette structure en 2 lettres, cet alphabet en 2 lettres, proton et neutron. Voilà donc une nouvelle exploration de cette échelle de la complexité, celle-ci. Vers les années 1950, quand j'étais étudiant aux États-Unis, au début des années 60, nos professeurs nous disaient que les neutrons et les protons étaient de vraies particules élémentaires. Particules élémentaires, c'est quelque chose qui serait comme les lettres dans l'alphabet. Les lettres, bien sûr, ne sont pas décomposées comme les mots sont décomposés. Les lettres, c'est la structure de base de la pyramide, c'est le bas donc de la pyramide, et on ne peut pas descendre plus bas. Eh bien, en physique, on appellera particules élémentaires l'équivalent des lettres, c'est-à-dire les particules qui ne pourraient pas être décomposées.
Et à cette période, de même que les Grecs étaient convaincus que les atomes étaient en quelque sorte les lettres, le bas de la pyramide, les physiciens pensaient que les neutrons et les protons étaient eux-mêmes le bas de la pyramide. Et je me souviens de nos professeurs, un astrophysicien dont on va parler souvent, qui s'appelle Georges Gamow, qui a eu beaucoup d'intuitions très justes. Cette fois, il s'était lourdement trompé, puisqu'il nous annonçait qu'il était prêt à parier la moitié de sa fortune, et c'était un homme très riche, la moitié de sa fortune, que jamais on ne pourrait séparer les neutrons et les protons, que jamais on ne pourrait montrer que ces entités sont eux-mêmes des mots par rapport à un autre alphabet. Eh bien, malheureusement pour nous, aucun d'entre nous n'a relevé le pari, parce qu'en 1980, entre 1950 et 1990, l'histoire de la physique, ça a été de découvrir que les neutrons et les protons sont eux-mêmes des mots par rapport à un alphabet encore plus élémentaire que nous appelons l'alphabet des quarks. Quarks, c'est des particules, il y en a plusieurs sortes, mais seulement deux sortes vont nous importer. Il y a ce que nous appelons le quark U et le quark D. Ça vient de up et down, ils n'ont rien de up ou down, ils ne sont pas haut ou bas. Il y a d'autres quarks qui s'appellent le quark étrange, le quark charmé, tout ça, ça vient de l'imagination des fantaisistes, des physiciens. Ce sont des noms qu'on leur a donnés. Mais le proton, par exemple, est composé de deux quarks U et un quark D. Et le neutron de deux quarks D et un quark U. Donc vous voyez à nouveau la même structure en alphabet. Vous associez les quarks U et les quarks D dans des proportions différentes et vous obtenez soit des protons, soit des neutrons. Et aujourd'hui, pour la physique des particules, la physique des particules élémentaires, les quarks, ainsi que les électrons et les photons, sont des particules dont on n'a pas de raison de penser qu'elles sont des mots par rapport à un autre alphabet. Je crois qu'aujourd'hui, les physiciens sont devenus plus prudents et que personne ne parierait sur la possibilité que les quarks et les électrons viennent en fait d'un alphabet à un niveau encore plus bas. Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, c'est toujours la question d'obtenir un scalpel, un bistouri, un couteau qui vous permettent de les casser et d'aller voir ce que ces particules ont dans le ventre. Ces scalpels s'appellent des accélérateurs, et plus on descend dans l'échelle, plus on obtient des structures qui sont extrêmement fortement liées, et donc il faut des instruments, des accélérateurs de plus en plus puissants. Aujourd'hui, avec nos accélérateurs contemporains, nous n'avons aucune information, aucune raison de penser que les quarks et les électrons sont composés de particules d'un alphabet à un niveau encore inférieur. Mais c'est une situation qui peut changer. Nous avons en chantier des accélérateurs géants. Il y a par exemple aux États-Unis un projet d'un accélérateur qui sera dans le Texas, dont l'énergie dépassera des dizaines de trillions d'électronvolts. Et on peut penser que d'ici l'an 2000 ou plus, nous saurons s'il faut encore descendre un étage, si les quarks et les électrons sont des mots par rapport à une autre entité, un autre alphabet. Et puis, bien sûr, se reposera encore la question, même si on arrive à descendre, il y aura toujours la possibilité que ça puisse continuer. La différence avec le langage, bien sûr, c'est que dans le cas du langage, il y a le bas de la pyramide, ce sont les lettres. Mais dans le cas de la physique, rien ne nous dit que nous avons atteint le bas, rien ne nous dit même s'il y a telle chose comme un bas, rien ne nous dit si cette façon de décrire la réalité est encore valable à des niveaux inférieurs. Tout cela, c'est de la recherche en cours, c'est des choses qu'on est en train d'explorer. Donc, histoire de la physique de 1950 à 1980, c'est découverte que les quarks et les électrons sont les quarks en particulier, mais d'une façon plus générale, ces particules-ci s'associent pour donner ces particules, et qu'ensuite les neutrons et les protons s'associent pour donner les atomes, les noyaux d'atomes. C'était l'histoire de la physique entre 1900 et 1950. L'histoire de la chimie entre le XVIIe et le XIXe, XXe siècle, ça a été de montrer comment les atomes sont des lettres par rapport aux molécules. Les niveaux supérieurs ont été étudiés
par les biochimistes et par les chimistes. Et on a pu montrer que les cellules vivantes, les bactéries, les virus, sont en fait, peuvent être considérés comme des mots par rapport à des molécules qui en certains cas sont des molécules gigantesques, les protéines, l'ADN, mais qu'il y a également un rapport mot-lettre entre les cellules vivantes et les molécules étudiées par la biochimie. Je dirais que ça, c'est le domaine de la biochimie. Et le domaine de la biologie, ça a été de montrer que les organismes vivants, les plantes, les animaux, nous-mêmes, nous sommes composés d'un certain nombre d'une certaine variété de cellules. Il y a environ 200 types de cellules qui entrent dans la composition des mammifères et que selon que ces cellules sont dosées de telle ou telle façon, vous obtenez un être humain, un kangourou, une pervenche, un colibri, et toute la variété des plantes et des animaux. Donc, quand on a mis tout ça ensemble, on voit qu'on a découvert la pyramide des alphabets de la nature, que la nature procède comme le langage écrit, avec des associations, avec apparition de nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes ont des propriétés émergentes, et ces propriétés émergentes sont de plus en plus performantes, je dirais. J'emploie le mot performant dans le sens anglais du terme, on va y venir assez régulièrement. Ça veut dire la capacité de faire des choses, ça veut dire la capacité d'interagir avec l'univers, la capacité d'avoir un comportement ou une interaction plus diverse, plus différenciée. Les neutrons et les protons ont une interaction relativement simple. Quand on arrive au niveau des atomes, il y a des possibilités d'avoir des états excités d'échange d'énergie avec la lumière, avec d'autres particules. Quand on arrive aux molécules, c'est encore plus complexe et à mesure que l'on monte, on voit des apparitions de propriétés émergentes, de capacités d'interaction qui sont de plus en plus riches. Et bien sûr, au niveau supérieur, ici, il y a les plantes, les animaux et nous-mêmes. Et on peut considérer que la pensée, la conscience, d'une certaine façon, sont des propriétés émergentes de cette association. Je ne prends pas là une position matérialiste qui consisterait à dire que la pensée est au corps ce que la bile est au foie. Je pense que ce point de vue réductionniste est tout à fait insuffisant. Ce n'est pas que cela, mais il y a certainement, dans l'apparition de ces structures, on voit que l'apparition de ces structures complexes s'associe à la capacité d'avoir une performance intellectuelle, une conscience et une possibilité de se poser des questions, ce qui est toujours notre thème principal, l'être humain qui se pose des questions et qui établit des appareils pour essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'on mettrait au niveau supérieur ici? Eh bien, je crois qu'on peut en discuter assez longtemps. Je pense que, par exemple, les sociétés animales pourraient se placer là. Une ruche, par exemple, est dans un rapport de mots par rapport aux abeilles qui la constituent. Chacune de ces abeilles, prise isolément, ne peut rien faire, meurt. Quand vous la mettez dans une ruche, elle adopte un comportement global qui est tout à fait du même ordre que les précédents. On peut dire la même chose des fourmis, on peut dire la même chose des termites par rapport à la termitière, des fourmis par rapport à la fourmilière. Sur le plan humain, on peut aussi, j'aime bien penser quelquefois quand je vais au concert et que je vois un orchestre jouer un concerto brandebourgeois de Bach, que d'une certaine façon, un groupe humain qui s'associe, qui prépare une œuvre et qui joue une œuvre est aussi dans ce même rapport. Aucun musicien indépendant seul ne peut jouer un concerto brandebourgeois de Bach, mais tous ensemble, intégrés dans une structure qui s'appelle un orchestre symphonique, ils le peuvent. De la même façon, des grands projets de l'humanité, comme par exemple explorer la Lune, explorer Neptune, c'est des choses qui demandent une intégration d'un très grand nombre de personnes, jouant chacune un rôle très précis, et atteignant cette possibilité de faire une opération comme l'exploration de l'espace. Donc en ce sens, on peut dire qu'au niveau supérieur, ici, il y a les sociétés humaines qui se retrouvent autour d'un certain projet.
Mais enfin, on pourrait discuter très longuement. Ce n'est pas le but de notre propos ici. Notre propos ici, ça a été de montrer, d'illustrer cette phrase « La nature est structurée comme un langage » et ça a été de montrer que les alphabets de la nature, l'équivalent de mots, lettres, phrases, paragraphes, chapitres, c'est quark, électron, neutron, proton, atome, molécule, cellule, organisme. Dans le langage écrit, les mots sont simplement représentés en mettant ensemble des lettres et en laissant des espaces blancs, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les mots. Dans la nature, ce qui joue un rôle équivalent, ce sont les forces. Maintenant, nous allons parler de ces fameuses forces de la nature qui sont en quelque sorte la colle ou la soudure qui permettent à ces lettres de se souder en mots et aux mots de se souder en phrases. Il y a trois grandes forces essentiellement qui jouent un rôle fondamental, un rôle de soudure. Il y a 4 forces en physique. Les physiciens dénombrent 4 forces différentes. 3 seulement jouent un rôle de soudure ou de colle. Il y a la force nucléaire, la force électromagnétique et la force de gravité. On va parler de chacune de ces forces tour à tour. La plus puissante, la plus forte, celle qui joue au niveau le plus petit, le plus élémentaire, c'est la force nucléaire. La force nucléaire, on le sait, est reliée à l'énergie nucléaire et tout le monde sait la puissance de l'énergie nucléaire parce qu'il y a les bombes atomiques qui nous l'illustrent. La force nucléaire est l'élément de soudure au niveau le plus bas ici. Les protons et les neutrons sont des mots par rapport aux lettres quark et c'est la force nucléaire qui lie les quarks dans les protons et les neutrons. Elle les lie d'une façon tellement puissante qu'en fait, on n'a jamais pu libérer un quark, on n'a jamais pu obtenir, voir un quark libre. Et c'est encore la même force nucléaire, mais dans une version relativement affaiblie qui va lier les protons et les neutrons à l'intérieur des atomes. Par exemple, dans un noyau de carbone, les 6 protons et les 6 neutrons sont liés par la force nucléaire, encore une fois, dans une version relativement affaiblie. On peut très bien séparer les protons et les neutrons et les éjecter des noyaux des atomes. On ne sait pas et on ne pense qu'il n'est pas possible d'éjecter les quarks des noyaux, des protons et des neutrons, sauf en les amenant à des températures extrêmement élevées. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça se passe quand 2 particules, par exemple un proton et un neutron, se lient ensemble pour former un noyau? C'est le noyau le plus simple, celui que nous appelons le deutéron ou le noyau du deutérium. Eh bien, dans cette image, j'ai voulu un peu vous présenter comment ça se passe. C'est une balance que j'ai mis là, une balance schématique. Et à gauche, vous avez le proton et le neutron libres. Quand on les associe, on obtient le deutéron que vous voyez sur le plateau de droite. Et ce deutéron a comme caractéristique d'être plus léger que le proton et le neutron. La masse du deutéron est plus faible que la masse du proton et du neutron. Qu'est-ce qui se passe au moment de la fusion, quand on les met ensemble? Il se passe qu'il y a de l'énergie qui est dégagée. Cette énergie est éjectée sous forme d'un photon, d'un grain de lumière, de relativement grande énergie à ce moment-là. Comme vous savez, dans le cadre de la physique moderne, dans le cadre de la théorie d'Einstein, qui est la bonne théorie pour décrire ce comportement, on peut transformer de l'énergie en masse, de la masse en énergie, d'après la célèbre formule E égale mc2, que nous voyons même aujourd'hui imprimée sur les t-shirts. C'est une formule qui est devenue extrêmement populaire. Je crois même qu'il y a un groupe de rock qui s'appelle E égale mc2. Enfin, cette formule, donc, clé, est la formule qui dit comment le photon qui est éjecté quand le proton et le neutron s'associent transporte une partie de la masse. Ce photon a de l'énergie. Lui-même n'a pas de masse, mais il a de l'énergie. Donc, cela représente une partie de la masse
du proton et du neutron, ce qui fait que le deutéron est plus léger, et c'est pour ça que je les ai représentés par cette perte de masse. Cette perte de masse est donc émise sous forme d'un photon. Cette masse perdue est émise sous forme d'un photon. Alors voilà l'élément essentiel. Les forces, quand vous mettez en présence deux particules qui sont susceptibles de réagir à une certaine force, par exemple le proton et le neutron peuvent interagir par la force nucléaire quand on les approche très proches l'un de l'autre, eh bien, ils s'associent, ils forment un mot. Ce mot est donc soudé ensemble, les deux éléments sont soudés pour former ce mot, par l'émission de lumière, l'émission d'un photon, quelquefois ce sont d'autres particules, mais toujours de l'énergie, de sorte que la particule résultante est plus légère que la somme des deux particules dont elle est constituée, ce qui lui donne une certaine stabilité. Et si on voulait, par exemple, séparer maintenant ce deutéron en deux parties, il faudrait, à l'inverse, faire arriver un photon, apporter l'énergie qu'il faut pour redonner la masse voulue, et à ce moment-là, le proton et le neutron se libéreraient. Alors ce schéma, nous allons le retrouver au niveau d'autres forces. La seconde force qui va nous intéresser, c'est la force électromagnétique. La force électromagnétique, c'est une force qui est très universelle dans la nature. C'est la force de la chimie, c'est la force qui régit l'émission de la lumière telle que nous la connaissons, c'est la force qui régit également toute notre physiologie et tout notre corps en définitive. Eh bien, la force électromagnétique, c'est elle qui va associer, qui va devenir opératoire, opérationnelle, on dirait, au niveau supérieur. Les protons et les neutrons s'associent par la force nucléaire pour donner des noyaux d'atomes, mais autour de ces noyaux d'atomes, des électrons peuvent se mettre en orbite qui sont attachés, associés par la force électromagnétique. Cette force électromagnétique va donc fixer les électrons autour des atomes. C'est elle qui va associer les atomes pour en faire des molécules. Pour les molécules, les cellules, les organismes, tout cela, c'est le domaine de la force électromagnétique, tandis que ceci est le domaine de la force nucléaire. La force électromagnétique travaille d'une façon tout à fait analogue à la force nucléaire, et on peut faire un petit schéma tout à fait semblable. Ici, vous avez à droite un proton et un électron, et à gauche, ce qui se passe quand vous les associez pour faire un atome d'hydrogène. C'est la même chose, il y a un photon qui est émis, et l'atome d'hydrogène est plus léger que la somme du proton et de l'électron pris individuellement. Il y a une différence importante, c'est que dans le cas précédent, le photon était un photon de très grande énergie, plusieurs millions d'électronvolts. L'électronvolt étant l'unité de la physique, un peu comme le dollar ou le franc sont des unités sur le plan économique. L'électronvolt, le photon émis au moment où le proton et le neutron s'associent, c'est des millions d'électronvolts. Au moment où l'hydrogène s'associe à partir du proton et de l'électron, c'est 13 électronvolts. Ce qui fait que les liens chimiques sont beaucoup plus souples, sont beaucoup moins solides, sont beaucoup plus fragiles que les liens nucléaires. Et en fait, on va retrouver à d'autres niveaux, tout à l'heure à propos de la gravité, des liens encore plus faibles. Alors, cette faiblesse du lien permet la structuration d'éléments beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtils, beaucoup plus délicats, avec des comportements beaucoup plus fins que dans ce cas ici. Dans le cas du nucléaire, c'est pratiquement le béton armé, c'est le gros œuvre, c'est la structure. Ici, c'est le raffinement. Alors voilà donc la seconde force qui entre en jeu, le nucléaire qui agit à une toute petite échelle, l'électromagnétique à échelle plus grande, les atomes, les molécules et les structures vivantes, la physiologie. La troisième force importante, qui n'intervient pas directement ici, c'est la force de gravité. La force de gravité crée également des structures. Un exemple étant, par exemple, le système Terre-Lune. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant que si sur un plateau, on mettait la Terre et la Lune pris séparément, c'est-à-dire si on les séparait à de grandes distances sur le plateau de gauche, et qu'ensuite on mette la Lune en orbite autour de la Terre, la masse du système Terre-Lune est plus faible que la masse du système de la Terre et la Lune pris individuellement. Et de la même façon, au moment de la formation de la Lune, bon, ça a été beaucoup plus complexe, mais il s'est passé quelque chose d'équivalent. Il y a eu de la chaleur. De la chaleur, c'est également une énergie qui est généralement transportée sous forme de photons.
au moment de la formation du système Terre-Lune, il y a eu cette émission qui fait qu'on dit la Lune est liée à la Terre, comme l'électron est lié au proton, mais la Lune est liée à la Terre par la force de gravité, l'électron est lié au proton par la force électromagnétique, et dans le deutéron, le proton et le neutron sont liés par la force nucléaire. Alors, vous voyez toujours le même schéma, émission d'énergie, formation d'une structure, une structure qui peut être très puissante dans le cas du nucléaire, beaucoup plus faible dans le cas de l'électromagnétique, et relativement, mais là il faut apporter des distinctions, encore plus faible dans le cas de la gravité, et les dimensions sont évidemment très différentes. Le nucléon et le proton et le neutron forment des structures très petites, mais très fortes. L'électron et le proton, par la force électromagnétique, quelque chose de plus étendu et de plus faible. La gravité ne travaille que dans les très grandes dimensions. On forme par exemple le système Terre-Lune, le système solaire, la galaxie, l'interaction entre les galaxies. Tous ces systèmes astronomiques sont gouvernés par la force de gravité étant ce qui domine à très grande échelle. Mais toujours ce même schéma, on associe deux particules, émission d'énergie et masse plus faible du système associé par rapport aux composantes prises séparément.